Fillon, donc je disais, a été flingué en cours de route. Donc c'est là que je crois on commence à voir se dessiner le profil. Et il y a un autre élément qui me pousse dans cette direction, c'est que les macronistes les électeurs Macron qu'on a interrogés à la sortie des urnes ont déclaré s'informer plus que la moyenne des Français par la télévision, la presse écrite et la radio, et nettement moins par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont aussi à l'intérieur du système médiatique, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le vrai profil type du macroniste, est-ce que c'est le cadre, plutôt la cadrette d'ailleurs féminine, plutôt métropole, plutôt économie tertiaire, etc. Oui, c'est un peu ça, mais en fait c'est très marginal comme facteur essentiel. Le facteur essentiel, c'est que c'est des gens qui à titre personnel vont pas trop mal parce qu'ils ont fait un peu d'ascension sociale dans un système où il reste une minorité qui peut en faire. Et c'est des gens qui se sentent pas trop mal donc à l'intérieur du système actuel. Ils y sont, ils veulent que ça continue à aller dans la même direction. Ils ont identifié que la digue derrière laquelle les gens qui voulaient défendre ce système actuel, c'était d'abord la défense de la construction européenne et de l'euro. Je suis absolument persuadé que la question de l'euro a joué un rôle absolument structurant dans cette élection. Et à partir de là, ils se sont ralliés à Emmanuel Macron parce que François Fillon s'est fait flinguer en cours de route dans le cadre d'une espèce de, on va dire, de manip un peu bizarre, médiatico-judiciaire qu'on sait. C'est ce qui explique que quand vous posez, toujours si j'en crois les sondages sortis des urnes, un certain nombre de questions aux électeurs d'Emmanuel Macron, vous pouvez obtenir des résultats assez étonnants. Par exemple, à la question si votre candidat est élu, est-ce que votre vie va s'améliorer? Bon, quand on demande ça aux électeurs de Marine Le Pen, 74% répondent oui, 58% pour la moyenne des exprimés. Pour Emmanuel Macron, c'est que 39%. Comme quoi les gens ne sont pas si bêtes que ça, hein. Ils ont bien compris que... Mais encore plus intéressant peut-être, bien que l'écart soit moins fort, mais c'est peut-être encore plus intéressant. À la question si votre candidat est élu, la situation de la France va-t-elle s'améliorer? Eh bien, Emmanuel Macron fait le plus faible score des candidats testés. C'est-à-dire que 83% des électeurs de Le Pen ont voté Le Pen en se disant si je vote Le Pen, ça va aller mieux pour la France. Est-ce qu'ils ont eu raison, est-ce qu'ils ont eu tort, je ne sais pas, mais enfin, c'est ce qu'ils ont pensé. Alors que chez Emmanuel Macron, c'est que 68%. Alors quand même, là on parle de sondages sortis des urnes, qui sont faits a priori sur des échantillons représentatifs. Est-ce que c'est bien fait techniquement? Ça, je ne sais pas. Un écart de 68-83, quand même, ça me paraît assez significatif. Je pense vraiment le vote Macron a été un vote en partie de trouillards, hein, de gens qui ont voté pour Macron pour s'éviter, pour qu'il n'y ait pas ce scénario cauchemardesque de leur point de vue du deuxième tour Le Pen-Mélenchon. Je pense que là, on le voit bien quand même. Et puis, naturellement, ce que je vous disais sur le regroupement de cet électorat derrière la question européenne, alors ça se retrouve de façon très très nette quand on demande à cet électorat est-ce que l'Union européenne est une bonne chose? Moyenne des exprimés en 2017, 48%. Moyenne des électeurs Macron, 78%. Bon, c'est clair et net. Si on demande aux gens est-ce qu'ils sont opposés absolument à la disparition de l'euro, moyenne des Français, 65%. Bon, ça, c'est parce que les gens, normalement, ont peur du changement, surtout dans une des matières monétaires qu'ils ne comprennent pas et où ça touche leurs sous. Alors là, la panique est maximum. Donc ça fait 65%. Bon. Mais quand on demande aux électeurs d'Emmanuel Macron, c'est 90%. Hein. Donc autant dire que le vote Macron, vraiment, ça a été, je crois, structuré complètement, en fait, par cette question. Voilà. Alors, on a vu le discours, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose à en déduire. On a vu le mouvement, on commence à se faire une idée de sa sociologie. Maintenant, je vais me risquer à quelque chose d'un peu plus
risqué, justement, puisque jusqu'ici, je me suis contenté de synthétiser des enquêtes d'opinion et des déclarations, etc., comme ça. Je vais essayer de me lancer un peu dans la psychologie. Alors, je ne suis pas très bon dans ce domaine-là, donc je vais probablement vous raconter des conneries. Mais l'avantage, c'est qu'en général, comme mes conneries sont marrantes, les gens rebondissent dessus et après, ils réfléchissent et ils en déduisent des trucs intéressants. Je vais vous dire quand même ce que... Parce que moi, si vous voulez, au-delà donc du fait que bon, j'ai bien compris que c'était un électorat qui avait la frousse, mais pour de bonnes raisons, hein, je veux dire, les mecs, ils ont raison d'avoir la trouille dans la situation actuelle, et qu'en gros, ils se sont regroupés derrière le mec qui leur dirait, le, et à qui le système médiatique donnerait la parole pour qu'ils puissent dire votez pour moi et pendant quelques années ça va continuer comme avant. Ça, je crois que c'est quand même relativement clair maintenant, on l'a bien compris, hein, que c'est ça la vraie substance du macronisme. Euh, Après, la question qui est quand même qui est derrière, c'est qu'est-ce qui les a amenés à réagir comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pas réagi comme ça. Je n'ai pas choisi de voter pour le mec qui dirait on va continuer pendant quelques années. Parce qu'au fond, qu'est-ce que je me suis dit là-dedans? Je me suis dit, mais ça sert à rien. Je veux dire, le truc ne va nulle part. Le truc ne va nulle part. Enfin, je veux dire, qui peut croire sérieusement que ce brave Emmanuel Macron, qui est un bon communicant, hein, je veux dire, c'est un mec contre lequel j'ai absolument rien à titre personnel. C'est un bon communicant, il est entouré de mecs qui font bien leur métier de communicant. Qui peut croire sérieusement que ce mec-là va réussir par une sorte de, comme ça, je sais pas, de truc incroyable, à résoudre les problèmes qui se posent aujourd'hui à la construction européenne telle qu'elle a été pensée jusqu'ici? Il va faire quoi? Non mais déjà, il va falloir qu'il résolve les problèmes avec Mamie Merkel. Ça ne va pas l'amener très loin, à mon avis. En plus, avec une Mamie Merkel qui elle-même va avoir tellement de problèmes chez elle qu'elle ne pourra pas bouger, ou très peu, très difficilement. Hein, je ne sais pas si vous imaginez, si la posture de Merkel aujourd'hui, c'est un cauchemar. Sur l'immigration, il faut en même temps qu'elle ne fasse pas péter sa coalition en mettant trop en colère la CSU bavaroise, qui a des élections dans quelques mois où elle risque de se faire bouffer par l'AfD, et en même temps, il ne faut pas qu'elle mette en colère le SPD dont elle a besoin pour gouverner. Sur l'Europe, il ne faut pas qu'elle mette en colère un électorat CDU qui ne veut pas entendre parler de l'idée générale qu'on va faire des transferts budgétaires de l'Allemagne vers les pays du Sud qui en ont besoin pour faire tenir la zone euro. Mais en même temps, il va falloir qu'elle donne quand même, qu'elle ne mette pas trop en colère un SPD qui est absolument attaché au projet européen et qui, lui, veut qu'on fasse ces transferts. Donc c'est ingérable. C'est ingérable. Alors, Merkel est extrêmement forte pour ne jamais rien faire et ne jamais rien décider. C'est une championne dans le genre. Mais là, elle va être obligée. Parce qu'on arrive au moment où on ne peut plus continuer. Et c'est Macron qui va, comme ça, en claquant des doigts, qu'est-ce qu'il va faire? Et puis avec qui il va le faire? Avec les Italiens? Déjà, il faut qu'il sache à qui il va parler. C'est pas sûr qu'il trouve quelqu'un. S'il trouve quelqu'un, c'est pas sûr du tout que le mec en question ait vraiment envie de sauver la zone euro. Donc, je veux dire, ça se voyait de toute façon que ça n'allait nulle part. À supposer que Macron soit très très bon et qu'il ait de la chance, il peut peut-être effectivement faire durer le truc encore quelques années. Et après? Et après, il se passe quoi? Enfin, c'est complètement idiot de s'enferrer là-dedans. Je veux dire, il y a un crétin, il y a quelques années, on ne sait pas qui c'est parce que personne n'ose assumer ce genre d'ânerie, qui a décidé qu'il fallait que l'Allemagne et la Grèce aient la même monnaie. Il n'y a aucune théorie économique qui permette de justifier ça. Vous pouvez demander à n'importe quel disciple de n'importe quel grand économiste, ils vont tous vous dire que ça n'a pas de sens. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'unification européenne. À titre personnel, je suis plutôt pour, sur le fond. Il s'agit simplement de constater que techniquement, c'est totalement absurde. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer encore comme ça pour essayer de faire tenir le truc quelques années, sachant qu'à la fin, de toute façon, ça va péter. Et donc, on va encore se torturer pendant quelques années. C'est débile, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai réagi comme ça. Or, il y a plein de gens qui n'ont pas réagi comme ça. Et même, ils sont majoritaires, visiblement. Et comment ça se fait? Alors, la seule explication que je vois, c'est que s'ils n'ont pas pensé comme moi, c'est parce qu'il y a des raisons qui les y ont amenés. C'est-à-dire que les mecs, ils n'ont pas lancé une pièce en l'air en disant bah, tiens, est-ce que je vais penser comme Drac ou pas? Non. Voilà. Il y a des raisons. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose dans leur façon de penser qui ne correspond pas à la mienne.
C'est pour ça que je suis amené à poser cette question de la psychologie. Donc comme je suis extrêmement mauvais en psychologie, j'ai essayé de réfléchir à quels livres, à quels auteurs que j'ai lus peuvent m'aider à comprendre. Donc j'ai pensé à un certain nombre d'auteurs. Alors d'abord, j'ai pensé au classique, je dirais, de la psychologie sociale. Parce que je crois que ça explique pas mal de choses sur les réactions, je dirais, d'un certain électorat semi-trouillard, semi-conformiste, qui a fait quand même les gros bataillons du macronisme concrètement. Je voudrais rappeler là-dessus, en particulier, deux expériences historiques qui ont été faites au XXe siècle et qui ont pas mal changé la façon dont nous percevons la question de la soumission à l'autorité et la question du conformisme. La plupart des gens les connaissent probablement, mais je vais les rappeler. Il s'agit de l'expérience de Stanley Milgram et de celle de Solomon Asch. Donc Stanley Milgram, c'est un psychologue social américain qui, dans les années 60, a décidé de faire une expérience sur l'insoumission à l'autorité. Il voulait tester dans quelles conditions les gens allaient se révolter contre l'autorité. Donc, il a fait l'expérience suivante. Il a fait croire à des gens qu'il faisait une expérience sur la mémoire. Il y avait donc des gens qui, en fait, étaient des cobayes, mais qui croyaient qu'ils étaient associés à un test. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que c'était eux qui étaient testés. Et on leur a demandé, dans ce cadre-là, d'infliger des chocs électriques, simulés en fait, sur des faux chocs électriques, à un acteur qui faisait semblant de souffrir beaucoup en recevant les chocs, mais qui en fait était un comparse de Milgram. À chaque fois que l'acteur commettait une erreur sur une liste de mots à mémoriser, le cobaye devait lui envoyer une décharge électrique, et plus il commettait d'erreurs, plus la décharge électrique, fausse en fait, augmentait. Bon. Milgram avait dit on va graduer le niveau de choc à infliger aux gens jusqu'à 450 volts. C'est-à-dire une décharge potentiellement mortelle. Et il pensait qu'il allait tester à quel moment les gens allaient arrêter, quoi. Eh bien, 65% de ces cobayes sont allés jusqu'à 450 volts. La première expérience qu'il a fait, 65% sont allés jusqu'à 450 volts. Ce qui fait qu'il a rebaptisé son étude, qui n'a plus été une expérience sur l'insoumission, mais une expérience sur la soumission. Puisqu'il s'est rendu compte que majoritairement, il suffisait de mettre les gens dans une situation où on leur disait « vous n'êtes pas responsable, on vous donne des ordres », et ils étaient prêts potentiellement à tuer quelqu'un. Ce qui est quand même assez instructif. Donc ensuite, il a compris qu'il tenait quelque chose d'absolument important là. Donc il a refait l'expérience dans différents cadres, bon, et il a pu montrer en particulier plus la figure d'autorité qui lui donne les ordres est impressionnante, et plus le taux d'obéissance grimpe. Et Milgram en a conclu la chose suivante: la capacité à obéir de l'être humain moderne résulte du fait que le contexte le place en situation de ne pas se percevoir comme quelqu'un agissant de manière autonome, mais comme un simple agent de l'autorité, ce qui doit nous amener à réfléchir effectivement à l'attitude de tous ces gens pour qui ça ne va pas trop mal aujourd'hui, qui ne peuvent pas ne pas savoir que manifestement, il se passe quelque chose de grave autour de la zone euro. Il se passe quelque chose de très grave aussi autour de l'immigration. On en a moins parlé, mais on a vu aussi que c'était un sujet moins important pour les électeurs de Macron. Mais il faut se souvenir que ce sont des gens, dans leur expérience quotidienne, très souvent, les victimes de ce qui est en train de se passer, là, ils ne les voient pas. Ils ne les voient pas. Et symboliquement, la figure d'autorité qui est très forte, qui est l'expert qui leur dit attention, il faut défendre l'euro,
voilà, il ne faut pas se fermer aux autres, n'est-ce pas, ou autres blabla, etc. Donc il ne faut pas remettre en cause le, la direction générale dans laquelle va la construction européenne depuis des années. Mais cet expert, il est dans une très grande position d'autorité, ne serait-ce que parce que symboliquement, en quelque sorte, c'est lui qui garantit leur petit soin. Oui, parce qu'à un moment... l'expérience de H aussi, elle vient conforter un petit peu cette analyse, c'est-à-dire que Salomon H, c'est un psychologue social américain également, qui quelques années avant Stanley Milgram a lui voulu tester le conformisme. Donc il a fait passer aux gens des faux tests de vision. Il leur montrait des tableaux avec des lignes de différentes longueurs. Il leur demandait quelle est la ligne la plus longue, quelle est la ligne la plus courte, etc. Et puis il a mesuré le taux de fausses réponses, le taux de bonnes réponses. Puis il a refait l'expérience avec les mêmes graphiques, mais cette fois, le cobaye, on le mettait dans un groupe avec des comparses qui étaient chargés de donner des fausses réponses. Et H a montré qu'une proportion non négligeable des sujets, environ un tiers, arrivaient à biaiser eux-mêmes sincèrement, c'est-à-dire que le biais était largement inconscient, leur perception pour s'aligner sur celle du groupe. Environ un tiers. Et là encore, vous retrouvez cette dynamique de groupe qui a pu s'enclencher effectivement autour de la candidature de Macron. C'est sûr que quand vous avez les médias qui sont en train constamment de vous dire, voilà, c'est ce type-là qui est garant de l'ordre en face du chaos qui menace, et que autour de vous, beaucoup de gens sont sur cette ligne-là, bon, vous allez rentrer dans le moule. Vous allez rentrer dans le moule. Donc ça, je pense instinctivement, si vous voulez, que le mélange entre les enseignements de Milgram, qui explique pourquoi une bonne partie des électeurs français n'en ont rien à foutre que les Grecs crèvent la gueule ouverte, et de H, qui explique pourquoi une grande partie des électeurs français peuvent gober le récit, en quelque sorte, totalement irréaliste, totalement même coupé du réel, quoi, que les médias ont donné depuis un certain nombre d'années des évolutions historiques en cours, eh bien je pense que l'expérience de Milgram et l'expérience de H expliquent à partir de là, si vous voulez, une bonne partie du vote Macron, tout simplement. C'est mon analyse psychologique. Alors il ne faut pas en déduire que les électeurs de Macron sont des imbéciles ou que ce sont des salopards ou quoi que ce soit de tel. C'est simplement que je pense que pour beaucoup d'entre eux, leur praxis, leur habitus, leur parcours personnel fait qu'ils ont été placés dans la situation des cobayes de messieurs Milgram et H. Et beaucoup d'entre nous, si on avait eu le même parcours, le même type de vie, probablement on aurait réagi de la même façon. Voilà. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir autour de ça. Et la façon dont on peut amener des gens donc, à remettre en cause des perceptions fallacieuses. Je rappelle en particulier ce que disait Stanley Milgram. Si on veut que le taux d'obéissance soit plus faible, il faut que la victime soit plus visible, que la figure d'autorité soit disqualifiée et que la dynamique de groupe soit absente ou affaiblie. Alors, je crois aussi qu'il y a un autre écrit qui peut expliquer en partie ce qui s'est passé. Je veux parler d'un livre au statut un peu mythique, donc comme souvent le genre de livre culte un peu surévalué, mais qui est quand même très intéressant. Un livre de Naomi Klein qui s'appelle La stratégie du choc. C'est un livre dans lequel Madame Klein explique comment, je résume très vite, comment la CIA a testé dans les années 50 la possibilité de reconfigurer un esprit humain en lui appliquant des chocs, drogue et électrochocs, et comment ensuite les enseignements de ces études psychologiques ont été étendus à la psychologie sociale, et comment en particulier les dirigeants ont appris à administrer des chocs à l'opinion pour jouer au niveau collectif sur ce qui avait été testé au niveau individuel dans le cadre de ce programme de la CIA qui s'appelait le programme MK Ultra.
Et je voudrais faire remarquer au passage que ces dernières années, on a eu un cas de stratégie du choc avec le dressage, il n'y a pas d'autre mot, qui a été appliqué à la Grèce, et à un degré moindre, on en a moins entendu parler quand même à l'Espagne et au Portugal. Il faut se souvenir à cet égard qu'un des enseignements de la psychologie moderne, c'est que nous avons dans le cerveau des neurones qu'on appelle les neurones miroirs, et que du fait de ces neurones miroirs, quand nous voyons quelque chose arriver à quelqu'un, nous éprouvons en quelque sorte, pas vraiment la même chose que la personne à qui ça arrive sur le plan physique, mais une imitation en quelque sorte dans le cerveau de ce qui arrive à cette personne. Hein, c'est pour ça que la pornographie fonctionne, entre autres, bon, pour prendre un exemple simple. Quand vous avez comme ça une stratégie du choc qui est appliquée à la Grèce, elle ne vise pas seulement, à mon avis, à casser les résistances du peuple grec, elle vise aussi à créer un effet de choc dans toutes les populations européennes. Donc je pense que ça aussi, ça a joué un rôle, et je pense que ça joue un rôle dans cette tendance générale assez forte qu'on observe chez beaucoup de gens, à vouloir surtout que les choses continuent à aller dans la même direction, même si on sait très bien qu'on ne va nulle part. C'est parce que tant que ça continue à aller dans la même direction, le choc n'est pas appliqué. Bon. Et puis, d'autre part, il y a un autre livre qui peut aider à réfléchir un petit peu. Là encore, c'est un classique. Je veux parler du livre de Gustave Le Bon qui date du début du siècle et qui s'appelle Psychologie des foules. Je pense que, par nature, si vous voulez, les agrégats électoraux flous, surtout quand il s'agit d'un agrégat comme En Marche, c'est pas tout à fait une foule, au sens où l'entendait Le Bon, mais il y a sans doute certaines de ces conclusions qui peuvent s'appliquer. Gustave Le Bon a écrit un livre où il explique en gros que, si je fais court, le comportement d'une foule n'a rien à voir avec la somme de ce que seraient les comportements des individus qui composent cette foule s'ils n'étaient pas en foule. La foule n'a pas de raisonnement collectif à proprement parler, mais il y a des effets d'interaction entre les individus qui font que lorsque les individus se sont constitués en foule, en un rassemblement temporaire, ils vont avoir collectivement des attitudes, des comportements qui ne sont pas ceux qu'ils auraient eus si, en quelque sorte, ils étaient entièrement propriétaires d'eux-mêmes. Ce qu'explique le Bon, c'est que la foule n'a pas de raisonnement logique. Donc elle peut gober un peu n'importe quoi, en fait. Et en fait, elle a tendance à gober plus facilement les trucs absurdes, parce que c'est ceux qui frappent le plus son imagination. C'est-à-dire qu'à la limite, si vous tenez un discours logique à une foule, vous serez moins facilement entendu que si vous tenez un discours illogique, flou, avec une promesse un peu subliminale d'espoir, avec... comment il dit, monsieur? J'ai bien aimé, là... voilà, si vous dites que progressivement, nous aurons dans les mois à venir une représentation nouvelle du champ politique qui ne se résumera plus par des curseurs sur une ligne, voilà, et que vous allez résoudre la quadrature du cercle en projetant un cylindre sur deux plans orthogonaux, eh bien, vous frappez l'esprit de la foule parce que la foule qui a peur parce qu'elle sent que le système dans lequel elle vit est sur le point de s'écrouler, va se réfugier derrière vous parce que vous lui offrez une porte de sortie idiote, absurde, mais c'est pas grave, ça fait une porte de sortie. Et d'ailleurs, à ce propos, on peut remarquer que Le Bon identifie dans la foule ce qu'il appelle un instinct conservatiste, c'est-à-dire une certaine tendance à détester tout ce qui est nouveau, tout ce qui est réellement nouveau, tout ce qui introduit une rupture, parce que c'est interprété comme une menace. Et je pense qu'on retrouve assez bien ça, finalement, dans ce qui s'est passé autour du macronisme. Alors, je pense que cette explication vaut largement pour ce qu'on pourrait appeler les macronistes passifs, c'est-à-dire ceux qui ont voté parce qu'ils ont eu peur du deuxième tour Le Pen-Mélenchon, ils ont voté Macron pour ça, ou alors ceux qui ont voté Macron
en ayant réussi à se convaincre que ça allait vraiment les sortir de leurs problèmes. Mais en revanche, je pense que ça ne suffit pas à expliquer l'existence des militants En Marche, de ces quelques dizaines de milliers de personnes, et ça suffit encore moins à expliquer l'enthousiasme réel, je crois, que Macron a pu provoquer dans une petite partie de la population. C'est-à-dire que je ne peux pas l'évaluer vraiment, mais je pense qu'il y a quand même, au-delà même des militants En Marche, 1 ou 2% de gens qui se sont vraiment enthousiasmés pour le type. Alors j'ai réfléchi là encore s'il y avait des gens qui avaient écrit sur des aspects psychologiques et si ça pouvait expliquer ce qui s'était passé. Et là, je vous propose d'aller nous intéresser à un courant qui s'appelle la critique de la valeur, et dont le principal théoricien est un monsieur qui s'appelait Robert Kurz, dont l'œuvre est continuée aujourd'hui par un monsieur qui s'appelle Anselm Japp, ou Jappé, je crois, si on prononce comme on doit. En fait, en quoi consiste ce courant? Qu'est-ce que ces gens expliquent? Bon, ils expliquent en gros que bon, ce sont des marxistes, hein, ce sont des gens qui s'inscrivent dans le cadre de la théorie marxiste, de la réflexion construite par Marx. Ils expliquent en gros qu'il y a une double nature du travail dans le système capitaliste. Il y a un travail réel, qui est celui qui est fourni concrètement par le travailleur, et puis il y a autre chose, qui est ce qu'on pourrait appeler le travail déduit ou le travail abstrait. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une formule mathématique d'une certaine façon, si je fais court, là encore je résume, c'est la plus-value moins la rémunération du profit. Et ça va donner la rémunération du travail, la valeur du travail. Donc, à partir du moment où il y a une double nature du travail, il va y avoir à l'intérieur de l'esprit du travailleur, de la personne qui fournit le travail, une double nature d'elle-même qui va commencer à apparaître. C'est-à-dire qu'il y a un sujet réel, un être humain complexe qui fournit le travail réel, et puis il y a un autre sujet, un sujet qui est en quelque sorte fantasmé par lui-même et qui est à la fois l'employeur et l'employé de lui-même, avec une sorte de dissociation à l'intérieur de la personne qui se crée autour de ce deuxième sujet fantasmé, où on a donc une psychologie particulière qui est instaurée par le mode de production capitaliste, en tout cas si on retient l'hypothèse de Kurz et de Anselm Japp, une division de la personne contre elle-même, si vous voulez, où la personne unifiée du travailleur réel est mise de côté et où petit à petit s'impose à l'intérieur de la personne un autre sujet qui est lui-même structuré par l'opposition entre moi comme employeur de moi et moi comme employé de moi. Alors, ce qu'on peut remarquer, si on admet cette hypothèse, c'est que si on a des gens qui ont bien choisi de s'insérer dans le système capitaliste tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on va avoir des gens, par la force des choses, ils vont intérioriser ce type de psychologie. C'est-à-dire qu'ils vont être divisés contre eux-mêmes, ils vont être leur employeur et leur employé en même temps, n'est-ce pas? Ils vont avoir une architecture psychologique assez particulière qui va s'instaurer. Et ils vont forcément être mal à l'aise, ils vont pas être en état d'interagir de façon correcte et normale avec une société qui sera dotée d'une substance, d'une essence fixe et unificatrice. Il va falloir qu'ils retrouvent dans leur environnement systématiquement ce principe de division pour pouvoir être en homéostasie avec leur environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous suivez le raisonnement? Difficilement. Alors, je vais essayer d'expliquer. Imaginez, on va prendre un exemple. Imaginez un monsieur, on va l'appeler Monsieur Durand. D'accord? Monsieur Durand est, je ne sais pas moi, c'est un employé de bureau
dans une entreprise ou dans une grande administration, peu importe. Bon. Il a un travail à faire, je ne sais pas moi, on va dire, s'il produit un tableau de bord, n'est-ce pas, tous les mois, on lui demande de produire, toutes les semaines, on lui demande de produire des états de restitution qui doivent être examinés en comité de direction, dans son service, etc. Il produit son tableau de bord. Bon. Il y a un monsieur Durand, qui est le monsieur Durand réel, unifié en lui-même, qui fournit le travail concret pour faire ce tableau de bord. Alors je ne sais pas, moi, il va sur un système d'information quelconque, il fait des requêtes, il importe ses requêtes dans un outil de restitution, il retravaille les restitutions, il analyse les données, il fait une note de synthèse et il diffuse à qui de droit. Bon, je prends un exemple. Il se trouve que ce monsieur Durand trouve, s'il est normalement constitué, son travail mortellement ennuyeux, totalement désincarné et enfin, je veux dire, ne présentant aucun intérêt, aucun enrichissement. Bon. Mais M. Durand a besoin de ce travail, pas à cause du travail réel qu'il fournit, la première nature du travail, mais à cause de la deuxième nature du travail. Et cette deuxième nature du travail, c'est le salaire, en fait, est représenté en quelque sorte par le salaire qui lui est versé. Ce salaire qui est égal en fait à la plus-value qu'amène M. Durand par son travail, moins la rémunération de l'entreprise. Bon. Donc il y a une deuxième nature du travail qui est représentée, qui est valorisée en quelque sorte par le salaire. Donc M. Durand va commencer à vivre sous une assez grande tension parce qu'il doit continuer à faire un travail qui est, de son point de vue, assez absurde, assez inutile, etc. Mais il est bien obligé, puisque la valeur qu'on lui donne, la valeur qu'on donne à son travail, c'est son salaire. Bon, au bout d'un certain temps, M. Durand va commencer à se convaincre, parce qu'il faut bien qu'il garde son équilibre intérieur, il faut bien que sa vie, tout ça ait un sens. Il va commencer à se convaincre qu'effectivement le salaire indique la réalité de sa valeur. Bon. Ce qui est faux, ce qui est totalement faux dans la réalité. C'est-à-dire qu'il est très possible, étant donné la façon dont fonctionnent les entreprises, que le travail qu'il fait soit non seulement sans intérêt sur le plan de l'enrichissement collectif, mais même peut-être contre-productif. Si la société en question est engagée dans des spéculations qui déstabilisent des marchés et que le travail de M. Durand permet de mieux spéculer, il détruit de la valeur réelle du point de vue de l'usage que peuvent en faire les gens. Mais simplement, lui, pour garder la cohérence de son esprit, pour ne pas devenir fou, va réputer que la valeur de son travail est donnée par son salaire. Bon. Donc, il va faire émerger une personnalité mutante à l'intérieur de lui, et cette personnalité mutante, elle va être dédoublée. Il y aura le Durand qui travaille et qui trouve ça embêtant, qui est le Durand employé par lui-même, et il y aura le Durand employeur de lui-même, dans sa tête. D'accord ? Bon. Maintenant, vous imaginez des gens qui sont complètement rentrés dans ce système, dont la psychologie est profondément imprégnée par cette logique, par cette façon de se percevoir eux-mêmes. Voilà M. Durand qui sort de son travail et je ne sais pas moi, le soir, on l'invite chez des amis. Bon. Et là, il va rencontrer quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, prenez un métier qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais qui donne de grandes gratifications, en ce sens que la personne qui l'exerce n'a pas de doute à avoir sur son utilité sociale, disons infirmière. Voilà. Il va rencontrer une infirmière qui, tous les jours, par son travail, soulage la souffrance et tous les jours, par son travail, éventuellement participe à l'acte de sauver des vies. Bon. À un moment, quand il va discuter avec elle, il va comparer, forcément dans sa tête quelque part, il va comparer l'absurdité totale de sa vie, le mec qui est en train de faire des tableaux de bord pour bien qu'on optimise bien des spéculations
qui détruisent en fait de la valeur concrète et réelle, avec le sens qu'a la vie de cette infirmière qui sauve des vies. C'est difficile pour lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va avoir tendance à vouloir? Il va avoir tendance à vouloir qu'on réduise aussi le travail de l'infirmière à une simple question monétaire. Parce que si elle aussi, elle est inscrite dans le même système de dédoublement, si elle aussi, elle est inscrite dans ce monde parallèle divisé contre lui-même qu'il a intériorisé, alors il n'est plus confronté à un sens réel qui dénonce l'absurdité de sa vie et de son expérience. Et c'est comme ça que vous avez plein de petits soldats du système capitaliste qui le défendent âprement. C'est comme ça, je pense que là-dessus, les théoriciens de la valeur ont raison. Je pense que c'est vrai, ça marche comme ça. Je l'ai observé moi-même. Je l'ai vu moi-même. J'ai remarqué dans mon environnement des personnes qui étaient... bon, il se trouve que j'ai un travail d'employé de bureau, j'ai un travail de caractère technique, et j'ai très clairement remarqué que quand je parle à des ingénieurs qui conduisent des projets de production concrets qui vont effectivement servir à quelque chose, j'ai des gens qui sont ouverts sur le monde réellement et qui n'ont pas de... comment dire, avec lesquels je fonctionne assez facilement, alors que quand je parle à de purs technocrates qui sont inscrits souvent dans les échelons supérieurs au niveau des processus de décision et qui ne touchent plus les réalités et qui n'ont pas moyen de savoir si ce qu'ils font a du sens, en fait, là, j'ai affaire à des gens qui, j'ai remarqué, quand je dis quelque chose qui montre que moi, par exemple, je trouve plus intéressant le travail d'une infirmière qui sauve des vies, bien, je sens qu'il y a une forme de colère chez eux. Je l'ai vu, c'est quelque chose que j'ai constaté. Alors, je pense que cette psychologie particulière des gens qui sont inscrits dans ce système tel qu'il fonctionne, elle explique en partie l'existence de cette petite minorité de macronistes vraiment convaincus. Soit parce qu'ils ont compris que Macron a une politique générale, en fait, j'ai presque envie de dire, de destruction du réel. Parce que c'est presque ça, en fait, qui est derrière, parce que Macron va continuer de façon plus habile, mais ce qui a déjà été fait. Donc, flux migratoires tous azimuts, promotion d'une économie hors sol, comment dire, lutte contre tout ce qui est enraciné, tout ce qui est inscrit dans une substance qui unifie l'être, parce qu'il faut détruire tout ce qui s'oppose à la généralisation de ce principe de division entre l'employeur et l'employé, si vous voulez. Bon. Donc vous en avez qui ont compris que c'est ce que Macron est en réalité. C'est mon opinion, là, peut-être je me trompe, mais je pense que c'est ce qu'il est en réalité. Et tout simplement, ils sont d'accord. Parce que mon interprétation, c'est qu'ils sont littéralement possédés, en fait. Hein. Littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Ou alors, ils n'ont pas compris, mais comme ils n'osent pas se révolter, Macron a eu l'habileté de leur proposer un discours dont je vous ai donné un exemple, là, avec l'histoire du cylindre, machin, bon, qui leur laisse penser qu'il va y avoir une porte de sortie, qu'ils vont pouvoir continuer à rester dans le système à l'intérieur duquel ils sont et qui les rend malades, mais qu'on va pouvoir rendre ce système meilleur. Qu'on va pouvoir, miraculeusement, sortir de toutes les contradictions où ils sont eux-mêmes en train de s'enfoncer, au même rythme que le système dans sa globalité le fait. Ce qui vous explique d'ailleurs, à mon avis, une autre particularité étonnante de l'électorat macroniste, qui est que quand on demande aux gens, quand on a demandé aux gens dans les sondages sortis des urnes d'avril 2017, est-ce que vous avez confiance dans la gauche pour gouverner, ou est-ce que vous avez confiance dans la droite pour gouverner, ou est-ce que vous avez confiance dans aucun des deux?
Eh bien, les macronistes sont parmi ceux qui disent « j'ai pas confiance ». Moyennant quoi, ils ont voté pour la somme des deux trucs dans lesquels ils ont dit qu'ils n'avaient pas confiance. Mais ce n'est pas absurde si on se met de leur point de vue, puisqu'ils espèrent une sorte de transmutation pour sortir de leurs contradictions. Voilà. Alors j'ai essayé de vous expliquer ce point. Peut-être je raconte n'importe quoi et je suis en plein délire, c'est tout à fait exact, ça peut m'arriver. Mais en tout cas, moi quand je relis les textes de Kurtz ou de Anselm Japp et que je pense aux macronistes, je me dis quand même il doit y avoir un truc à comprendre de ce côté-là, quoi. Ça pourrait expliquer en tout cas qu'il y ait des gens qui adhèrent à la projection du cylindre sur les deux plans orthogonaux, n'est-ce pas? Alors je voudrais maintenant, bon, j'ai fini ma description et mon analyse du macronisme. Euh, Malheureusement, j'ai largement explosé mon budget temps, mais de toute façon, je fais ça tout le temps, donc c'est pas grave. Je voudrais terminer simplement en disant, bon, à partir de là, où est-ce qu'on va? Et je voudrais simplement exprimer, et c'est pour ça que cette conférence, même si j'ai essayé de rester un peu cool, elle exprime aussi une certaine inquiétude. Et je voudrais conclure en vous parlant d'un autre livre qui est beaucoup moins connu que le livre de M. Milgram, L'expérience de H, le travail de Naomi Klein ou de Gustave Le Bon, mais qui est un livre très intéressant, au statut scientifique contesté, mais en tout cas dont les intuitions sont très intéressantes. Je suis sûr que peu de gens dans la salle le connaissent. Il s'agit de la ponérologie politique de André Lobachevsky.